Grand 2. La spontanéité des masses et la conscience de la social-démocratie. Nous avons dit qu'il était nécessaire d'animer du même esprit de décision et de la même énergie sans borne notre mouvement, infiniment plus large et plus profond que celui de 1870-1880. En effet, jusqu'à présent, personne encore, semble-t-il, n'avait douté que la force du mouvement contemporain ne fût dans l'éveil des masses, et principalement du prolétariat industriel, et sa faiblesse dans le manque de conscience et d'initiative des dirigeants révolutionnaires. Néanmoins, ces tout derniers temps, une découverte stupéfiante menace de renverser sur ce point toutes les idées reçues. Elle est l'œuvre du Rabotché Yediello qui, polémisant avec l'Iskra et Lazaria, ne s'est pas borné à des objections particulières et a tenté de ramener le désaccord général à sa racine profonde, à une appréciation différente de l'importance relative de l'élément spontané et de l'élément consciemment méthodique. L'acte d'accusation du Rabotché Yediello porte sous-estimation de l'importance de l'élément objectif ou spontané du développement. Nous répondrons, si la polémique de l'Iskra et de Lazaria n'avait eu aucun autre résultat que d'amener le Rabotché Yediello à découvrir ce désaccord général, ce résultat à lui seul nous donnerait grandement satisfaction, tant cette thèse est significative, tant elle éclaire vivement le fond des divergences théoriques et politiques qui séparent aujourd'hui les social-démocrates russes. Aussi la question des rapports entre la conscience et la spontanéité offre-t-elle un immense intérêt général, et demande-t-elle une étude détaillée. Petit a, début de l'essor spontané. Dans le chapitre précédent, nous avons marqué l'engouement général de la jeunesse instruite russe pour la théorie marxiste vers 1895. C'est vers la même époque que les grèves ouvrières après la fameuse guerre industrielle de 1896 à Pétersbourg revêtirent aussi un caractère général. Leur extension dans toute la Russie attestait clairement combien profond était le mouvement populaire qui montait à nouveau, et si l'on veut parler de l'élément spontané, c'est assurément dans ce mouvement de grève qu'il faut le voir avant tout. Mais il y a spontanéité et spontanéité. Il y a eu en Russie des grèves et dans les années 70 et dans les années 60, et même dans la première moitié du 19e siècle, grèves accompagnées de destruction spontanée de machines, etc. Comparées à ces émeutes, les grèves après 1890 pourraient être qualifiées même de conscientes, tant le mouvement ouvrier avait progressé dans l'intervalle. Ceci nous montre que l'élément spontané n'est au fond que la forme embryonnaire du conscient. Les émeutes primitives exprimaient déjà un certain éveil de la conscience. Les ouvriers perdaient leur foi séculaire dans l'inébranlabilité du régime qui les accablait. Ils commençaient, je ne dirais pas à comprendre, mais à sentir la nécessité d'une résistance collective. Et ils rompaient résolument avec la soumission servile aux autorités. Pourtant, c'était bien plus une manifestation de désespoir et de vengeance qu'une lutte. Les grèves d'après 1890 nous offrent bien plus d'éclairs de conscience. On formule des revendications précises, on tâche de prévoir le moment favorable, on discute certains cas et exemples des autres localités, etc. Si les émeutes étaient simplement la révolte de gens opprimés, les grèves systématiques étaient déjà des embryons, mais rien que des embryons de la lutte de classe. Prises en elles-mêmes, ces grèves étaient une lutte trade unioniste, mais non encore social-démocrate. Elles marquaient l'éveil de l'antagonisme entre ouvriers et patrons. Mais les ouvriers n'avaient pas et ne pouvaient avoir conscience de l'opposition irréductible de leurs intérêts avec tout ordre politique et social existant, c'est-à-dire la conscience social-démocrate. Dans ce sens, les grèves d'après 1890, malgré l'immense progrès qu'elles représentaient par rapport aux émeutes, demeuraient un mouvement purement spontané. Les ouvriers, avons-nous dit, ne pouvaient pas avoir la conscience social-démocrate. Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors. L'histoire de tous les pays atteste que, par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience trade unioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicats, mener la lutte contre le patronat, réclamer du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine socialiste, elle est née de théories philosophiques, historiques, économiques, élaborées par les représentants instruits des classes possédantes, par les intellectuels. Les fondateurs du socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, étaient eux-mêmes par leur situation sociale des intellectuels bourgeois. De même en Russie, la doctrine théorique de la social-démocratie surgit d'une façon tout à fait indépendante de la croissance spontanée du mouvement ouvrier. Elle y fut le résultat naturel, inéluctable du développement de la pensée chez les intellectuels révolutionnaires socialistes. À l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire vers 1895, cette doctrine était non seulement le programme parfaitement établi du groupe Libération du Travail, mais elle avait gagné à soi la majorité de la jeunesse révolutionnaire de Russie. Ainsi donc, il y avait à la fois éveil spontané des masses ouvrières, éveil à la vie consciente et à la lutte conscience, à une jeunesse révolutionnaire qui, armée de la théorie social-démocrate, brûlait de se reprocher des ouvriers. À ce propos, il importe particulièrement d'établir ce fait souvent oublié et relativement peu connu que les premiers social-démocrates de cette période qui se livraient avec ardeur à l'agitation économique, en tenant strictement compte à cet égard des indications vraiment utiles de la brochure de l'agitation, encore manuscrite en ce temps-là, loin de considérer cette agitation comme leur tâche unique, assignaient dès le début à la social-démocratie russe les grandes tâches historiques en général, et la tâche du renversement de l'autocratie en particulier. Ainsi donc, l'Union des social-démocrates de Pétersbourg, qui fonda l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, rédigea dès la fin de 1895 le premier numéro d'un journal intitulé Rabotché Yediello,
Prêt à être imprimé, ce numéro fut saisi par les gendarmes au cours d'une descente effectuée dans la nuit du 8 au 9 décembre 1895 chez un des membres du groupe, de sorte que le Rabotchaye Dielo de la première formation ne put voir le jour. L'éditorial de ce journal, que peut-être dans une trentaine d'années une revue comme la Rouskaya Starina exhumera les archives du département de police, exposait les tâches historiques de la classe ouvrière en Russie, parmi lesquelles il mettait au premier plan la conquête de la liberté politique. Suivait un article « À quoi pensent nos ministres » sur le sac des comités d'instruction élémentaire par la police, ainsi qu'une série de correspondances, non seulement de Pétersbourg, mais aussi d'autres localités de la Russie, par exemple sur un massacre d'ouvriers dans la province de Yaroslav. Ainsi, ce premier essai, si je ne m'abuse, des social-démocrates des années 1890-1900 n'était pas un journal étroitement local, encore moins de caractère économique. Il s'efforçait d'unir la lutte gréviste au mouvement révolutionnaire dirigé contre l'autocratie et d'amener tous les opprimés, victimes de la politique d'obscurantisme réactionnaire, à soutenir la social-démocratie. Et pour quiconque connaît tant soit peu l'état du mouvement à cette époque, il est hors de doute qu'un tel journal eût rencontré toute la sympathie des ouvriers de la capitale et des intellectuels révolutionnaires, et aurait eu la plus large diffusion. L'insuccès de l'entreprise prouva simplement que les social-démocrates d'alors étaient incapables de répondre aux exigences de l'heure par manque d'expérience révolutionnaire et de préparation pratique. De même, pour le Rabotchi Listok de Saint-Pétersbourg et surtout pour la Rabotchaya Gazeta et le manifeste du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, fondé au printemps de 1898, il va de soi que l'idée ne nous vient même pas à l'esprit de reprocher aux militants d'alors leur manque de préparation. Mais pour profiter de l'expérience du mouvement et en tirer des leçons pratiques, il faut se rendre compte jusqu'au bout des causes et de l'importance de tel ou tel défaut. C'est pourquoi il importe éminemment d'établir qu'une partie, peut-être même la majorité des social-démocrates militants de 1895-1898, considéraient avec juste raison comme possible à cette époque-là, au début même du mouvement spontané, de préconiser un programme et une tactique des plus étendus. Or, le manque de préparation chez la plupart des révolutionnaires, étant un phénomène parfaitement naturel, ne pouvait susciter aucune appréhension particulière. Du moment que les tâches étaient bien posées, du moment qu'on avait assez d'énergie pour essayer à nouveau de les accomplir, les insuccès momentanés n'étaient que demi-mal. L'expérience révolutionnaire et l'habileté organisatrice sont choses qui s'acquièrent. Il suffit qu'on veuille développer en soi les qualités nécessaires, il suffit qu'on prenne conscience de ses défauts, ce qui en matière révolutionnaire est plus que corrigé à moitié. Mais le demi-mal devint un mal véritable quand cette conscience commença à s'obscurcir, quand apparurent des gens, et même des organes social-démocrates, prêts à ériger les défauts en vertu, et tentant même de justifier théoriquement leur soumission servile au spontané, leur culte du spontané. Il est temps de faire le bilan de cette tendance, très inexactement caractérisée par le terme d'économisme, trop étroit pour en exprimer le contenu. Petit b. Le culte du spontané, la Rabotchaya Mysl. Avant de passer aux manifestations littéraires de ce culte, nous signalerons le fait caractéristique suivant qui jette une certaine lumière sur la naissance et la croissance parmi les camarades militants de Pétersbourg d'un désaccord entre les deux futures tendances de la social-démocratie russe. Au début de 1897, Vanev et quelques-uns de ses camarades eurent l'occasion de participer avant leur départ pour l'exil à une réunion privée où se rencontrèrent les vieux et les jeunes membres de l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. La conversation roula principalement sur l'organisation et en particulier sur les statuts de la caisse ouvrière, publiés sous leur forme définitive dans le numéro 9-10 du Listok Rabotnika, page 46. Entre les vieux et quelques-uns des jeunes se manifesta aussitôt une divergence très nette et une polémique ardente s'engagea. Les jeunes défendaient les principes essentiels des statuts tels qu'ils ont été publiés. Les vieux disaient que ce n'était point là ce qu'il fallait en premier chef, qu'il fallait d'abord consolider l'union de lutte pour en faire une organisation de révolutionnaires, à laquelle seraient subordonnées les diverses caisses ouvrières, les cercles de propagande parmi la jeunesse des écoles, etc. Il va de soi que les partis étaient loin de voir dans cette divergence le germe d'un désaccord. Elles la considéraient au contraire comme isolée et accidentelle. Mais ce fait montre que la naissance et l'extension de l'économisme en Russie également ne se firent pas sans une lutte contre les vieux social-démocrates, et si cette lutte n'a pas laissé, dans la plupart des cas, de traces documentaires, c'est uniquement parce que l'effectif des cercles en activité changeait avec une incroyable rapidité, qu'aucune tradition ne s'établissait et que par suite les divergences de vues ne se trouvaient consignées dans aucun document. L'apparition de la Rabotchaya Mysl le tire à l'économisme au grand jour, mais non pas du premier coup. Il faut se représenter concrètement les conditions de travail et la brève existence de nombreux cercles russes pour comprendre tout ce que comportait de fortuit le succès ou l'insuccès de la nouvelle tendance dans les différentes villes, l'impossibilité absolue dans laquelle se sont longtemps trouvés partisans et adversaires de cette nouvelle tendance, de déterminer si elle était réellement une tendance distincte ou simplement l'expression d'un manque de préparation chez certains. Ainsi, les premiers numéros polycopiés de la Rabotchaya Mysl restèrent même complètement inconnus de l'immense majorité des social-démocrates, et si nous avons maintenant la possibilité de nous référer à l'éditorial de son premier numéro, c'est uniquement que cet éditorial a été reproduit dans un article qui évidemment n'a pas manqué de louer avec zèle, et un zèle inconsidéré, ce nouveau journal si nettement différent des journaux et projets de journaux cités plus haut. Or, cet éditorial vaut la peine qu'on s'y arrête, tant il exprime avec relief tout l'esprit de la Rabotchaya Mysl,
et de l'économisme en général. Après avoir indiqué que le bras au parement bleu n'arrêterait jamais les progrès du mouvement ouvrier, l'éditorial poursuit: le mouvement ouvrier doit sa vitalité au fait que l'ouvrier lui-même se charge enfin de son sort qu'il a arraché des mains de ses dirigeants. Cette thèse fondamentale est ensuite développée dans tous ses détails. En réalité, les dirigeants, c'est-à-dire les social-démocrates, organisateurs de l'union de lutte, avaient été arrachés par la police des mains, on peut le dire, des ouvriers. Et l'on veut nous faire croire que les ouvriers menaient la lutte contre ces dirigeants et s'étaient affranchis de leurs jougs. Au lieu d'appeler à marcher en avant, à consolider l'organisation révolutionnaire et à étendre l'activité politique, on appela à revenir en arrière vers la seule lutte trade unioniste. On proclama que la base économique du mouvement est obscurcie par la tendance à ne jamais oublier l'idéal politique, que la devise du mouvement ouvrier est « la lutte pour la situation économique », ou mieux encore, « les ouvriers pour les ouvriers ». On déclara que les caisses de grève valent mieux pour le mouvement qu'une centaine d'autres organisations, etc. Les formules comme « il faut mettre au premier plan non la crème des ouvriers mais l'ouvrier du rang » ou comme « la politique suit toujours docilement l'économique », etc., acquirent une vogue et eurent une influence irrésistible sur la masse des jeunes entraînés dans le mouvement et qui, pour la plupart, ne connaissaient que des fragments du marxisme tel qu'il était exposé légalement. C'était là l'écrasement complet de la conscience par la spontanéité des social-démocrates qui répétaient des idées de M. V, la spontanéité des ouvriers séduits par cet argument qu'une augmentation, même d'un kopek par rouble, valait mieux que tout le socialisme et toute politique, qu'ils devaient lutter en sachant qu'ils le faisaient non pas pour de vagues générations futures, mais pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Les phrases de ce genre ont toujours été l'arme préférée des bourgeois d'Occident qui haïssaient le socialisme, travaillaient eux-mêmes à transplanter chez eux le trade unionisme anglais, et disaient aux ouvriers que la lutte uniquement syndicale est une lutte justement pour eux et pour leurs enfants, et non pour de vagues générations futures avec un vague socialisme futur. Et voici que certains dans la social-démocratie russe se mettent à répéter ces phrases bourgeoises. Il importe de marquer ici 3 points qui nous seront d'une grande utilité dans notre analyse des divergences actuelles. En premier lieu, l'écrasement de la conscience par la spontanéité, dont nous avons parlé, s'est aussi fait de façon spontanée. Cela semble un jeu de mots, mais c'est hélas l'amère vérité. Ce qui a amené cet écrasement n'est pas une lutte déclarée de deux conceptions absolument opposées, ni la victoire de l'une sur l'autre, mais la disparition d'un nombre toujours plus grand de vieux révolutionnaires cueillis par les gendarmes et l'entrée en scène toujours plus fréquente des jeunes. Tous ceux qui, je ne dirais pas ont participé au mouvement russe, mais en ont simplement respiré l'air, savent parfaitement qu'il en est ainsi. Et si néanmoins nous insistons particulièrement pour que le lecteur se rende bien compte de ce fait connu de tous, si pour plus d'évidence en quelque sorte nous rapportons certaines données sur le Rabochaï-Diello, première formation, et sur la discussion entre jeunes et vieux au début de 1897, c'est uniquement parce que des gens qui se targuent d'esprit démocratique spéculent sur l'ignorance de ce fait dans le grand public ou dans la jeunesse la plus juvénile. Nous reviendrons là-dessus. Deuxièmement, nous pouvons dès la première manifestation littéraire de l'économisme observer un phénomène éminemment original et extrêmement caractéristique pour la compréhension de toutes les divergences entre social-démocrates d'à présent, les partisans du mouvement purement ouvrier, les adeptes de la liaison la plus étroite et la plus organique avec la lutte prolétarienne, les adversaires de tous les intellectuels non ouvriers, sont obligés pour défendre leur position de recourir aux arguments uniquement trade unionistes bourgeois. Cela nous montre que, dès le début, la Rabochaï-Misl s'est mise inconsciemment à réaliser le programme du Credo. Cela montre que tout culte de la spontanéité du mouvement ouvrier, toute diminution du rôle de l'élément conscient et du rôle de la social-démocratie signifie par là, qu'on le veuille ou non, cela n'y fait absolument rien, un renforcement de l'idéologie bourgeoise sur les ouvriers. Tous ceux qui parlent de surestimation de l'idéologie, d'exagération du rôle de l'élément conscient, etc., se figurent que le mouvement purement ouvrier est par lui-même capable d'élaborer et qu'il élaborera, pour soi, une idéologie indépendante à la condition seulement que les ouvriers arrachent leur sort des mains de leurs dirigeants. Mais c'est une erreur profonde. Pour compléter ce que nous avons dit plus haut, rapportons encore les paroles profondément justes et significatives de Kautsky à propos du projet du nouveau programme du Parti social-démocrate autrichien. Beaucoup de nos critiques révisionnistes imputent à Marx cette affirmation que le développement économique et la lutte des classes non seulement créent les conditions de la production socialiste, mais engendrent directement la conscience de sa nécessité. Et voilà que ces critiques objectent que l'Angleterre, pays au développement capitaliste le plus avancé, est la plus étrangère à cette science. Le projet de programme donne à croire que la commission a élaboré le programme autrichien partage aussi ce point de vue soi-disant marxiste orthodoxe qui réfute l'exemple de l'Angleterre. Le projet porte, plus le prolétariat augmente en conséquence du développement capitaliste, plus il est contraint et a la possibilité de lutter contre le capitalisme. Le prolétariat vient à la conscience de la possibilité de la nécessité du socialisme. Par suite, la conscience socialiste serait le résultat nécessaire direct de la lutte de classe prolétarienne. Et cela est entièrement faux,
Comme doctrine, le socialisme a évidemment ses racines dans les rapports économiques actuels, au même degré que la lutte des classes du prolétariat. Autant que cette dernière, il procède de la lutte contre la pauvreté et la misère des masses engendrée par le capitalisme. Mais le socialisme et la lutte de classe surgissent parallèlement et ne s'engendrent pas l'un l'autre, ils surgissent des prémices différentes. La conscience socialiste d'aujourd'hui ne peut surgir que sur la base d'une profonde connaissance scientifique. En effet, la science économique contemporaine est autant une condition de la production socialiste que par exemple la technique moderne, et malgré tout son désir, le prolétariat ne peut créer ni l'une ni l'autre. Toutes deux surgissent du processus social contemporain. Or, le porteur de la science n'est pas le prolétariat, mais les intellectuels bourgeois. C'est en effet dans le cerveau de certains individus de cette catégorie qu'est né le socialisme contemporain, et c'est par eux qu'il a été communiqué aux prolétaires intellectuellement les plus développés, qui l'introduisent ensuite dans la lutte de classe du prolétariat là où les conditions le permettent. Ainsi donc, la conscience socialiste est un élément importé du dehors. Dans la lutte de classe du prolétariat et non quelque chose qui en surgit spontanément. Aussi, le vieux programme de Heinfeld disait-il très justement que la tâche de la social-démocratie est d'introduire dans le prolétariat, littéralement de remplir le prolétariat, la conscience de sa situation et la conscience de sa mission. Point ne serait besoin de le faire si cette conscience émanait naturellement dans la lutte de classe. Or, le nouveau projet a emprunté cette thèse d'anciens programmes et l'a accolée à la thèse citée plus haut, ce qui a complètement interrompu le cours de la pensée. Du moment qu'il ne saurait être question d'une idéologie indépendante élaborée par les masses ouvrières elles-mêmes au cours de leur mouvement, le problème se pose uniquement ainsi. Idéologie bourgeoise ou idéologie socialiste, il n'y a pas de milieu, car l'humanité n'a pas élaboré une troisième idéologie. Puis d'ailleurs, dans une société déchirée par les antagonismes de classe, il ne saurait jamais exister d'idéologie en dehors ou au-dessus des classes. C'est pourquoi tout rapetissement de l'idéologie socialiste, tout éloignement vis-à-vis de cette dernière implique un renforcement de l'idéologie bourgeoise. On parle de spontanéité, mais le développement spontané du mouvement ouvrier aboutit jusqu'à le subordonner à l'idéologie bourgeoise. Il s'effectue justement selon le programme du Credo, car le mouvement ouvrier spontané, c'est le trade unionisme. Or, le trade unionisme, c'est justement l'asservissement idéologique des ouvriers par la bourgeoisie. C'est pourquoi notre tâche, celle de la social-démocratie, est de combattre la spontanéité, de détourner le mouvement ouvrier de cette tendance spontanée qu'a le trade unionisme à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie et de l'attirer sous l'aile de la social-démocratie révolutionnaire. Par conséquent, la phrase des auteurs de la lettre économique du numéro 12 de l'ISCRA, affirmant que tous les efforts des idéologues les plus inspirés ne sauraient faire dévier le mouvement ouvrier de la voie déterminée par l'action réciproque des éléments matériels et du milieu matériel, équivaut exactement à abandonner le socialisme. Et si ces auteurs étaient capables de méditer jusqu'au bout, avec logique et sans peur, ce qu'ils disent comme doit le faire quiconque s'engage sur le terrain de l'action littéraire et sociale, il ne leur resterait qu'à croiser sur leur poitrine vide leurs bras inutiles et laisser le champ d'action à messieurs Struve et Prokopovitch qui tirent le mouvement ouvrier dans le sens du moindre effort, c'est-à-dire dans le sens du trade unionisme bourgeois, ou bien à messieurs Zoubatov qui le tirent dans le sens de l'idéologie cléricalo-policière. Souvenez-vous de l'Allemagne. Quel a été le mérite historique de Lassalle devant le mouvement ouvrier allemand ? C'est d'avoir détourné ce mouvement de la voie du trade unionisme progressiste et du coopératisme dans lequel il se dirigeait spontanément. Pour accomplir cette tâche, il a fallu tout autre chose que des phrases sur la sous-estimation de l'élément spontané, sur la tactique processus, sur l'action réciproque des éléments du milieu, etc. Il a fallu pour cela une lutte acharnée contre la spontanéité, et ce n'est qu'après de longues, très longues années de cette lutte que l'on est parvenu par exemple à faire de la population ouvrière de Berlin, de rempart du parti progressiste qu'elle était, une des meilleures citadelles de la social-démocratie. Et cette lutte est loin d'être terminée à ce jour. Maintenant, encore la classe ouvrière allemande est, si l'on peut s'exprimer ainsi, partagée entre plusieurs idéologies. Une partie des ouvriers est groupée dans les syndicats ouvriers catholiques et monarchistes, une autre dans les syndicats Hirschdunker, fondés par les admirateurs bourgeois du trade unionisme anglais, une troisième dans les syndicats social-démocrates. Cette dernière partie est infiniment plus nombreuse que toutes les autres, mais l'idéologie social-démocrate n'a pu obtenir et ne pourra conserver cette suprématie que par une lutte inlassable contre toutes les autres idéologies. Mais pourquoi, demandera le lecteur, le mouvement spontané qui va dans le sens du moindre effort mène-t-il précisément à la domination de l'idéologie bourgeoise ? Pour cette simple raison que, chronologiquement, l'idéologie bourgeoise est bien plus ancienne que l'idéologie socialiste. Elle est plus achevée sous toutes ses formes et possède infiniment plus de moyens de diffusion. Plus le mouvement socialiste dans un pays est jeune, et plus il faut combattre énergiquement toutes les tentatives faites pour consolider l'idéologie non socialiste. Plus résolument, il faut mettre les ouvriers en garde contre les mauvais conseillers qui crient à la surestimation de l'élément conscient, etc. Avec le rabot de chez Yediello, les auteurs de la lettre économique fulminent à l'unisson contre l'intolérance propre à l'enfance du mouvement. Nous répondrons « Oui, en effet, notre mouvement est encore dans son enfance, et pour hâter sa virilité, il doit justement se cuirasser d'intolérance à l'égard de ceux qui, par leur culte de la spontanéité, retardent son développement. Rien de plus ridicule et de plus nuisible que de trancher du vieux militant qui, depuis longtemps déjà, a passé par toutes les phases décisives de la lutte. »
Troisièmement, le premier numéro de la Rabot-Chayamisle nous montre que la dénomination d'économiste, à laquelle bien entendu nous n'avons pas l'intention de renoncer puisque de toute façon ce vocable a déjà obtenu droit de cité, ne traduit pas assez exactement le fond de la nouvelle tendance. La Rabot-Chayamisle ne nie pas entièrement la lutte politique. Les statuts de la Caisse qu'elle publie dans son premier numéro parlent de lutte contre le gouvernement. La Rabot-Chayamisle estime seulement que le politique suit toujours docilement l'économie. Et le Rabot-Chaye-Dielo donne une variante à cette thèse, affirmant dans son programme qu'en Russie, plus que dans tout autre pays, la lutte économique est inséparable de la lutte politique. Ces thèses de la Rabot-Chayamisle et du Rabot-Chaye-Dielo sont absolument fausses. Si par politique on entend la politique social-démocrate, très souvent la lutte économique des ouvriers, comme nous l'avons déjà vu, est liée, non pas indissolublement il est vrai, à la politique bourgeoise, comme nous l'avons déjà vu, est liée à la politique bourgeoise, cléricale ou autre. Les thèses du Rabot-Chaye-Dielo sont justes si, par politique, on entend la politique trade unioniste, c'est-à-dire l'aspiration générale des ouvriers à obtenir de l'État des mesures susceptibles de remédier aux maux inhérents à leur situation, mais qui ne suppriment pas encore cette situation, c'est-à-dire qui ne suppriment pas la soumission du travail au capital. Cette aspiration est en effet commune et aux trade unionistes anglais hostiles au socialisme et aux ouvriers catholiques et aux ouvriers des Zoubatov, etc. Il y a politique et politique. Ainsi donc, on voit que la Rabot-Chayamisle mène à l'égard de la lutte politique la nie moins qu'elle ne s'incline devant sa spontanéité, son inconscience. Reconnaissant entièrement la lutte politique qui surgit spontanément du mouvement ouvrier lui-même, elle se refuse absolument à élaborer elle-même une politique social-démocrate spécifique qui répondrait aux tâches générales du socialisme et aux conditions russes actuelles. Plus loin, nous montrerons que c'est aussi la faute commise par le Rabot-Chaye-Dielo. Petit c, le groupe de l'autolibération et le Rabot-Chaye-Dielo. Si nous avons analysé avec force détail l'éditorial peu connu et presque oublié aujourd'hui du premier numéro de la Rabot-Chayamisle, c'est qu'il a le premier de tous avec le plus de relief exprimé le courant général qui plus tard allait apparaître au grand jour sous la forme d'une infinité de petits ruisselets. Vladimir Ilitch avait parfaitement raison lorsque, louant ce premier numéro, cet éditorial de la Rabot-Chayamisle, il en constatait la fougue et le brio. Tout homme fort de son opinion et croyant apporter du nouveau, écrit avec fougue et il écrit de telle sorte qu'il exprime sa manière de voir avec relief. Seuls les gens habitués à rester assis entre deux chaises manquent de fougue. Seuls ces gens-là, après avoir loué hier la fougue de la Rabot-Chayamisle, sont aujourd'hui capables de reprocher à ses adversaires leur fougue polémique. Sans nous arrêter au supplément spécial à la Rabot-Chayamisle, nous nous bornerons à signaler sommairement l'appel du groupe de l'autolibération des ouvriers. Les auteurs de cet appel disent très justement que la Russie ouvrière, qui ne fait encore que de s'éveiller et de regarder autour d'elle, s'accroche d'instinct aux premiers moyens de lutte qui s'offrent à elle. Mais ils en tirent la même conclusion erronée que la Rabot-Chayamisle, oubliant que l'instinctif est précisément l'inconscient, le spontané auquel les socialistes doivent venir en aide, que les premiers moyens de lutte qui s'offrent seront toujours dans la société contemporaine les moyens de lutte trade unionistes et la première idéologie, l'idéologie bourgeoise, trade unioniste. Ces auteurs ne nient pas non plus la politique, ils disent seulement, d'après M. VV, que la politique est une superstructure et que par conséquent, l'agitation politique doit être la superstructure de l'agitation en faveur de la lutte économique, qu'elle doit surgir sur le terrain de cette lutte et marcher derrière elle. Quant au Rabot-Chaye-Dielo, il a commencé son activité directement par la défense des économistes, après avoir énoncé une contre-vérité manifeste en déclarant dès son premier numéro ignorer de quel jeune camarade parlait Axelrod, qui, dans sa brochure que l'on connaît, donnait un avertissement aux économistes. Le Rabot-Chaye-Dielo a dû, au cours de sa polémique avec Axelrod et Plekhanov, au sujet de cette contre-vérité, reconnaître qu'en feignant de ne pas savoir de qui il s'agissait, il voulait défendre tous les plus jeunes social-démocrates de l'étranger contre cette accusation injuste. En réalité, cette accusation était parfaitement juste et le Rabot-Chaye-Dielo savait fort bien qu'elle visait entre autres Vladimir Ilitch. Je ferai remarquer à ce propos que dans la polémique en question, Axelrod avait entièrement raison et le Rabot-Chaye-Dielo entièrement tort dans l'interprétation de ma brochure, Les tâches des social-démocrates russes. Cette brochure a été écrite en 1897, dès avant l'apparition de la Rabot-Chayamisle, alors que je considérais à bon endroit comme dominante la tendance initiale de l'Union de lutte de Saint-Pétersbourg telle que je l'ai caractérisée plus haut. Effectivement, cette tendance fut prépondérante, tout au moins jusque vers le milieu de 1898. Aussi, le Rabot-Chaye-Dielo n'était-il nullement fondé pour démentir l'existence et le danger de l'économisme, à se référer à une brochure exposant des vues qui furent supplantées à Saint-Pétersbourg en 97-98 par les vues économistes. Mais le Rabot-Chaye-Dielo n'a pas seulement défendu les économistes, il a constamment dévié lui-même vers leurs principales erreurs. Ce qui était à l'origine de cette déviation, c'était l'interprétation équivoque de la thèse suivante de son programme. Le phénomène essentiel de la vie russe, appelé principalement à déterminer les tâches et le caractère de l'activité littéraire de l'Union, est à notre avis le mouvement ouvrier de masse, qui a surgi ces dernières années. Que le mouvement de masse soit un phénomène très important, cela est hors de discussion. Mais toute la question est de savoir comment comprendre la détermination des tâches par ce mouvement de masse. Elle peut être comprise de deux façons.
Ou bien l'on s'incline devant la spontanéité de ce mouvement, c'est-à-dire que l'on ramène le rôle de la social-démocratie à celui de simple servante du mouvement ouvrier comme tel, ou bien l'on admet que le mouvement de masse nous impose de nouvelles tâches théoriques, politiques et d'organisation, beaucoup plus compliquées que celles dont on pouvait se contenter avant l'apparition du mouvement de masse. Le rabot de chez Yediello a toujours penché et penche pour la première interprétation. Il n'a jamais parlé avec précision, nouvelles tâches, et il a toujours raisonné comme si ce mouvement de masse nous débarrassait de la nécessité de concevoir nettement et d'accomplir les tâches qu'il impose. Il suffira d'indiquer que le rabot de chez Yediello a jugé impossible d'assigner comme première tâche au mouvement ouvrier de masse le renversement de l'autocratie, tâche qu'il a abaissée au niveau de la lutte pour les revendications politiques immédiates. Laissant de côté l'article de Krzyzewski, rédacteur en chef du rabot de chez Yediello, La lutte économique et politique dans le mouvement russe, paru au numéro 7, nous passerons directement au numéro 10 du rabot de chez Yediello. Certes, nous n'examinerons pas une à une les objections de Krzyzewski et de Martinov contre la Zarya et l'Iskra. Ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la position du principal occupé par le rabot de chez Yediello dans son numéro 10. Ainsi, nous n'examinerons pas ce fait curieux que la rabot de chez Yediello voit une contradiction fondamentale entre la thèse suivante: la social-démocratie ne se lie pas les mains, ne restreint pas son activité à un plan ou procédé des luttes politiques quelconques, élaboré à l'avance, elle admet tous les moyens de lutte pourvu qu'ils correspondent aux forces réelles du parti, etc. Et la thèse que voici: s'il n'existe pas une organisation forte, rompue à la lutte politique et sachant la mener à tout moment et quelles que soient les circonstances, il ne saurait être question d'aucun plan systématique éclairé par des principes fermes et rigoureusement appliqués, le seul qui mérite le nom de tactique. Confondre la reconnaissance de principe de tous les moyens, de tous les plans et procédés de lutte, pourvu qu'ils soient rationnels, avec la nécessité de se guider à un moment politique donné d'après un plan appliqué rigoureusement, si l'on veut parler tactique, équivalait à confondre la reconnaissance par la médecine de tous les systèmes de traitement avec la nécessité de s'en tenir à un système déterminé dans le traitement d'une maladie donnée. Mais c'est que le rabot de chez Yediello souffre lui-même de la maladie que nous avons appelée le culte du spontané, et ne veut admettre aucun système de traitement de cette maladie. Aussi a-t-il fait cette découverte remarquable que la tactique plan contredit l'esprit fondamental du marxisme, que la tactique est le processus d'accroissement des tâches du parti qui croissent en même temps que lui. Ce dernier apophthegme a toutes les chances de devenir un apophthegme fameux, un monument indestructible de la tendance du rabot de chez Yediello. À la question « où aller ?», cet organe dirigeant répond « le mouvement est le processus de variation de distance entre le point de départ et les points suivants du mouvement ». Cette réflexion d'une incomparable profondeur n'est pas seulement curieuse, elle est encore le programme de toute une tendance, programme que la rabotchaya-misl a exprimé en ces termes. Est désirable à la lutte, qui est possible celle qui se livre au moment présent, c'est précisément la tendance de l'opportunisme illimité, qui s'adapte passivement à la spontanéité. La tactique plan contredit l'esprit fondamental du marxisme. Mais c'est calomnier le marxisme. C'est en faire une caricature analogue à celle que nous opposaient les populistes dans leur guerre contre nous. C'est rabaisser l'initiative et l'énergie des militants conscients, alors que le marxisme stimule au contraire formidablement l'initiative et l'énergie du social-démocrate en lui ouvrant les plus larges perspectives, en mettant, si l'on peut s'exprimer ainsi, à sa disposition les forces prodigieuses des millions et des millions d'ouvriers qui se dressent spontanément pour la lutte. Toute l'histoire de la social-démocratie internationale fourmille de plans formulés par tel ou tel chef politique, plans qui attestent la clairvoyance des uns et la justesse de leur vue en matière de politique et d'organisation, ou qui dévoilent la myopie et les erreurs politiques des autres. Lorsque l'Allemagne connut un des plus grands revirements de son histoire, formation de l'Empire, ouverture du Reichstag, octroi du suffrage universel, Liebknecht avait un plan de politique et d'action social-démocrate en général, et Schweitzer en avait un autre. Quand la loi d'exception s'abattit sur les socialistes allemands, Most et Hasselmann avaient un plan, l'appel pur et simple à la violence et à la terreur. Hochberg, Schramm et en partie Bernstein en avaient un autre, les social-démocrates ayant par leur violence déraisonnable et leur révolutionnisme provoqué les lois qui les frappaient, devaient maintenant par une conduite exemplaire obtenir leur pardon. Enfin, il existait un troisième plan, celui des hommes qui préparaient et réalisaient la publication d'un organe illégal. Quand on jette un coup d'œil rétrospectif avec un recul de plusieurs années, alors que la lutte pour le choix du chemin à suivre est terminée et que l'histoire s'est définitivement prononcée sur la valeur de la route choisie, il n'est certes pas difficile de faire preuve de profondeur en déclarant sentencieusement que les tâches du parti croissent en même temps que ce dernier. Mais aux heures du trouble, quand les critiques et économistes russes rabaissaient la social-démocratie au niveau du trade unionisme et que les terroristes prêchent avec ardeur l'adoption d'une tactique plan qui ne fait que reprendre les anciennes erreurs, s'en tenir dans un pareil moment à de telles sentences, c'est se décerner un certificat d'indigence. Au moment où de nombreux social-démocrates russes manquent justement d'initiative et d'énergie, manquent d'envergure dans la propagande, l'agitation et l'organisation politique, manquent de plans pour une organisation plus large du travail révolutionnaire, dire dans un pareil moment que la tactique plan contredit l'esprit fondamental du marxisme, c'est non seulement avilir théoriquement le marxisme, mais pratiquement tirer le parti en arrière. Le social-démocrate révolutionnaire, nous enseigne plus loin le rabot de chez Yediello, n'a pour tâche que d'accélérer par son travail conscient le développement objectif et non de le supprimer ou de le remplacer par des plans subjectifs. L'Iskra, en théorie, c'est tout cela.
Mais l'importance considérable que le marxisme attribue avec raison au travail révolutionnaire conscient entraîne en fait l'ISCRA, par suite de son doctrinarisme en matière de tactique, à sous-estimer l'importance de l'élément objectif ou spontané du développement. Nous voilà des réchèves devant une confusion théorique extraordinaire, digne des sieurs VV et consorts. Mais demanderons-nous à notre philosophe en quoi peut-on distinguer la sous-estimation du développement objectif chez l'auteur de plans subjectifs ? Évidemment, à perdre de vue que ce développement objectif crée ou consolide, ruine ou affaiblit telle ou telle classe, couche, groupe, nation, groupe de nations, etc., déterminant par là même tel ou tel groupement politique international de force, telle ou telle position des partis révolutionnaires, etc. Mais la faute de cet auteur sera dès lors d'avoir sous-estimé non pas l'élément spontané, mais au contraire l'élément conscient, car il en aura manqué de la conscience nécessaire par une juste compréhension du développement objectif. C'est pourquoi le seul fait de parler d'appréciation de l'importance relative soulignée dans le Rabochet-Diello de la spontanéité et de la conscience révèle une absence complète de conscience. Si certains éléments spontanés du développement sont accessibles en général à la conscience humaine, l'application erronée de ces éléments équivaut à une sous-estimation de l'élément conscient. Et s'ils sont inaccessibles à la conscience, nous ne les connaissons pas et nous ne pouvons en parler. Que veut donc Krzyzewski ? S'il trouve erronés les plans subjectifs de l'ISCRA, il les déclare en effet erronés, il devrait montrer de quel fait objectif précisément ces plans ne tiennent pas compte et accuser l'ISCRA de manque de conscience, de sous-estimation de l'élément conscient pour parler sa langue. Mais si mécontent des plans subjectifs, il n'a pas d'autre argument que ceux de la sous-estimation de l'élément spontané, il ne fait que prouver par là que, petit 1, théoriquement, il comprend le marxisme à la façon des Kyriev et des Mikhaïlevski, bien assez raillés par Beltov. Deuxièmement, pratiquement, il est entièrement satisfait de l'élément spontané du développement qui ont entraîné nos marxistes légaux dans le bernsteinisme et nos social-démocrates dans l'économisme et qu'il est moult fâché contre ceux qui ont décidé de détourner à tout prix la social-démocratie russe des voies du développement spontané. Viennent ensuite des choses tout à fait amusantes, de même que les hommes, malgré tous les progrès des sciences naturelles, continueront à se multiplier par des procédés ancestraux, de même la naissance d'un nouvel ordre mondial, malgré tous les progrès des sciences sociales et la croissance des combattants conscients, sera toujours et surtout le résultat d'explosions spontanées. De même que la sagesse ancestrale dit pour avoir des enfants, en est-il qui ont manqué d'intelligence, de la même la sagesse des socialistes modernes dit pour participer à la naissance spontanée d'un nouvel ordre social, en est-il qui manquerait d'intelligence. Nous pensons aussi que nul n'en manquerait. Pour y participer, il suffit de se laisser aller à l'économisme quand règne l'économisme, au terrorisme quand apparaît le terrorisme. Ainsi, le Rabochet-Diello, au printemps dernier, alors qu'il importait tellement de mettre en garde contre l'engouement pour la terreur, se trouvait placé tout perplexe devant une question nouvelle pour lui. Et maintenant, 6 mois après, alors que la question a cessé d'être d'une actualité aussi brûlante, il nous présente en même temps cette déclaration. Nous pensons que la tâche de la social-démocratie ne peut ni ne doit être de s'opposer à l'essor des tendances terroristes. Ainsi que la résolution du Congrès, le Congrès reconnaît comme inopportune la terreur offensive systématique. C'est admirable de clarté et d'esprit de suite. Nous ne nous opposons pas, mais nous déclarons inopportune et nous le déclarons de façon que la résolution n'embrasse pas la terreur non systématique et défensive. Avouons qu'une telle résolution n'offre aucun danger et qu'elle est garantie contre toute erreur, comme le serait celui qui aurait parlé pour ne rien dire. Et pour rédiger une telle résolution, il ne faut qu'une chose, savoir se tenir à la queue du mouvement. Quand l'ISCRA s'est moqué du Rabochet-Diello, qui a proclamé que la question de la terreur était une question nouvelle, le Rabochet-Diello a accusé sévèrement l'ISCRA d'avoir la prétention incroyable d'imposer à l'organisation du parti la solution des problèmes tactiques présentés il y a plus de 15 ans par un groupe d'écrivains de l'émigration. En effet, quelle attitude prétentieuse et quelle exagération de l'élément conscient. Résoudre théoriquement les questions par avance afin de convaincre ensuite du bien fondé de cette solution l'organisation, le parti et la masse. Il en irait bien autrement s'il s'agissait de répéter les choses déjà dites et sans rien imposer à personne, d'obéir à chaque tournant aussi bien vers l'économisme que vers le terrorisme. Le Rabochet-Diello va jusqu'à synthétiser ce grand précepte de la sagesse humaine, accuse l'ISCRA et Lazaria d'opposer au mouvement leur programme comme un esprit planant au-dessus du chaos informe. Mais quel est le rôle de la social-démocratie si ce n'est d'être l'esprit qui non seulement plane au-dessus du mouvement spontané mais élève ce dernier jusqu'à son programme ? Ce n'est pourtant pas de se traîner à la queue du mouvement, chose inutile dans le meilleur des cas et dans le pire extrêmement nuisible pour le mouvement. Le Rabochet-Diello, lui, ne se borne pas à suivre cette tactique processus. Il l'érige même en principe, de sorte que sa tendance devrait être qualifiée non d'opportunisme mais plutôt de queuisme, du mot queue. Force est de reconnaître que des gens fermement décidés à toujours marcher à la queue du mouvement sont absolument et à jamais garantis contre le défaut de sous-estimer l'élément spontané du développement. Ainsi, nous l'avons constaté, l'erreur fondamentale de la nouvelle tendance de la social-démocratie russe est de s'incliner devant la spontanéité, de ne pas comprendre que la spontanéité de la masse exige de nous, social-démocrates, une haute conscience.
Au fur et à mesure que l'élan spontané des masses s'accroît et que le mouvement s'élargit, le besoin de haute conscience dans le travail théorique, politique et d'organisation de la social-démocratie augmente infiniment plus vite encore. L'élan spontané des masses en Russie a été, et il l'est encore, si rapide que la jeunesse social-démocrate s'est avérée peu préparée pour accomplir cet âge gigantesque. Le manque de préparation, voilà notre malheur à nous tous, le malheur de tous les social-démocrates russes. L'élan des masses n'a cessé de grandir et de s'étendre sans solution de continuité, loin de s'interrompre là où il a une fois commencé. Il s'est étendu à de nouvelles localités, à de nouvelles couches de la population. Les révolutionnaires, eux, retardaient sur la progression du mouvement et dans leur théorie et dans leur activité. Ils n'ont pas su créer une organisation fonctionnant sans solution de continuité capable de diriger le mouvement tout entier. Dans le premier chapitre, nous avons constaté que le Rabotché et Diello rabaissent nos tâches théoriques et répètent spontanément le cri d'appel à la mode, liberté de critique. Mais ceux qui le répètent n'ont pas eu assez de conscience pour comprendre l'opposition diamétrale existant entre les positions des critiques opportunistes et des révolutionnaires en Allemagne et en Russie. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment ce culte de la spontanéité s'est exprimé dans le domaine des tâches politiques et dans le travail d'organisation de la social-démocratie.